Aujourd'hui, on va parler de sexualité des primates non humains, un sujet absolument passionnant qui pourra ensuite nous permettre d'élargir nos réflexions à notre propre sexualité de primates humains, puisque, je le rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'espèce Homo sapiens sapiens, qui appartient au genre Homo, qui appartient à la famille des hominidés, tout ça, ça fait partie de l'ordre des primates. Pour commencer, je vous propose de vous livrer à un exercice de pensée. Imaginez que vous êtes des primatologues aguerris. Et imaginez que moi, je suis primatologue aussi, et je reviens d'un voyage dans des contrées lointaines qui étaient jusque-là inexplorées par l'homme. Je ne sais pas, peut-être qu'on a découvert une île quelque part au milieu d'un océan, une île jamais touchée par la main humaine et par le pied et la botte humaine, et j'ai été explorer cette île avec ma petite équipe de recherche et j'y ai découvert deux espèces de primates totalement inconnues, et on va les nommer l'espèce Oméga et l'espèce Alpha, pour faire très simple, et pour ne pas vous induire dans un sens ou dans un autre au niveau du fonctionnement et de l'organisation de ces espèces. Je suis de retour de voyage tel Charles Darwin, et j'ai très envie de vous partager mes connaissances. Malheureusement, je suis pris par le temps parce que j'ai un rendez-vous ce soir avec une féministe intersectionnelle et donc il faut que je me tape des dizaines de pages Wikipédia pour préparer mes arguments et contrer sa xénophobie essentialiste misandre. Et du coup, j'ai pas le temps de vous donner toutes mes recherches. Mais heureusement, je l'ai dit, vous êtes des primatologues aguerris et vous savez qu'il existe deux grands types d'organisation sexuelle chez les primates. L'organisation de type tournoi et l'organisation de type couple. Alors, quand je dis couple, en fait, c'est la traduction littérale de pair bonding. Je pense qu'on fait pas mieux comme traduction, l'idée de s'apparier, de former un lien à deux, par paire. Bon, couple, ça paraît correct. Et tournoi, c'est pour tournament, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous connaissez donc l'existence de ces deux types d'organisation sexuelle et du coup, un peu par extension d'organisation sociale. Et vous savez que si je vous donne une information, une seule, sans rentrer dans le détail de toutes mes mesures, de tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai observé pendant des heures cachées dans la jungle avec mes jumelles, etc. Si je vous donne une seule information, vous allez tout de suite pouvoir deviner à quel type d'organisation appartiennent l'espèce Oméga et l'espèce Alpha. Alors si vous avez envie de jouer un petit peu à ce jeu de devinette, vous pouvez évidemment mettre la vidéo en pause, mais je m'en vais vous révéler quelle est cette information déterminante qui vous permettra d'en déduire une demi-douzaine d'autres concernant l'organisation de chacune de ces espèces. Cette information, c'est le degré de dimorphisme sexuel. Le dimorphisme sexuel indique le degré de différence morphologique entre les mâles et les femelles au sein d'une même espèce. Donc l'exemple peut-être le plus connu, en tout cas celui qui vous viendra le plus facilement à l'esprit, c'est l'exemple du paon avec son énorme queue colorée qui lui sert à se faire remarquer de la femelle. On trouve des tas de variations du dimorphisme, dans l'espèce du faisan aussi. Il y a un dimorphisme, quand on demande à quelqu'un de dessiner un faisan, en général il pense au mâle qui est plus coloré mais qui est aussi plus gros que la femelle du faisan. Et pour changer des exemples de type ovipare, un exemple de mammifère avec un fort dimorphisme sexuel, c'est tout simplement le cerf élaphe, le cerf européen en gros, avec ses énormes bois qui lui permettent de se bastonner avec les autres mâles quand vient la saison des amours. Alors quittons là les forêts d'Île-de-France, leurs faisans et leurs cerfs, et revenons-en à nos petits primates que j'ai découverts sur cette île mystérieuse qui pourrait être sortie tout droit d'un roman de Howard Phillips Lovecraft. Je vous ai dit qu'il y avait une espèce que j'ai appelée l'espèce Oméga et une espèce que j'ai qualifiée d'espèce Alpha. Enfin, je l'ai nommée comme ça, c'est le privilège du découvreur, j'ai décidé de l'appeler Alpha. Si maintenant je vous dis qu'il y a un très fort degré de dimorphisme sexuel dans l'espèce Alpha et un très faible degré de dimorphisme sexuel dans l'espèce Oméga, qu'est-ce que vous pouvez en déduire en matière d'organisation sexuelle ? Eh bien, vous pouvez en déduire que l'une de ces espèces appartient à l'organisation de type couple, tandis que l'autre fonctionne avec un tournoi, entre guillemets, c'est-à-dire une forte compétition entre les mâles. L'espèce qui fonctionne en organisation de type tournoi, c'est l'espèce alpha dans laquelle il y a un fort degré de dimorphisme sexuel. Et quelles sont les autres caractéristiques de cette organisation ? Eh bien, on y trouve notamment un investissement parental très faible chez les mâles. Bah oui, parce qu'en gros,
pour caricaturer, t'as un mâle qui se bastonne avec tous les autres mâles, et une fois qu'il a gagné et que les autres repartent la queue entre les jambes, il a une espèce de quasi-monopole sur les femelles du groupe. Donc, il a des rapports sexuels avec absolument tout ce qui bouge, et il a donc plein d'enfants, et finalement, absolument pas besoin de s'investir dans leur éducation ou dans leurs soins, puisqu'après tout, s'il y a une perte sèche, vu que c'est lui le seul géniteur, ou en tout cas le géniteur principal de toute une génération, bah c'est pas grave en fait, s'il y a de la perte. Il n'y a pas besoin de porter plus que ça une attention aux soins parentaux. Le corollaire de ça, c'est que le mâle en question n'est absolument pas sélectif en matière de partenaire, puisqu'il nique avec absolument tout ce qui bouge et qui a un utérus, puisque voilà, il a accès à un maximum de femelles, donc il envoie son sperme un peu partout, c'est la fête, et comme je l'ai dit, il n'a pas besoin d'être investi dans le soin parental, mais ça implique aussi qu'en fait, dans cette espèce-là, avec cette organisation de type tournoi, il y a une très grande variabilité du succès reproductif des différents mâles. Oui, parce que du coup, tu peux être le mâle qui va triompher de tous tes concurrents dans le tournoi, entre guillemets, hein, c'est une métaphore, et du coup, tu vas avoir toute une génération de petits primates qui sont ta progéniture, ou tu vas faire partie des perdants de cette compétition, et tu vas dormir sur la béquille pour le restant de tes jours, et peut-être avoir 0 descendant. Quand on compare la taille des testicules des mâles qui appartiennent à des espèces qui fonctionnent en tournoi, on constate, en reportant les proportions évidemment, hein, pour pas que ça soit biaisé, on constate que leurs testicules sont beaucoup plus volumineuses que celles des mâles qui appartiennent à des espèces organisées autour du couple. On observe aussi dans le fonctionnement en tournoi une très forte agressivité entre les mâles, et on observe que les femelles y choisissent leurs partenaires entre guillemets pour les gènes, voilà, ce qui est logique en fait, c'est presque une tautologie de le dire, puisque la sélection des mâles dans une espèce à fort dimorphisme repose notamment sur l'affrontement. Petite précision, parce que là vous êtes peut-être en train de vous dire qu'il y a quand même un certain dimorphisme chez l'homme, on va y venir dans la seconde partie de la vidéo. Effectivement, il est indéniable qu'en moyenne, les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes, et sont plus grands et plus lourds que les femmes. Une précision que je ne vais répéter qu'une seule fois dans cette vidéo, évidemment on parle de comparaison en moyenne. Lorsque vous prenez l'espèce Homo sapiens et que vous faites des comparaisons de genre, ou de sexe si vous préférez, puisque là on est sur un truc très biologique, lorsque vous comparez les caractéristiques féminines et masculines, vous comparez un ensemble, une population, vous comparez des moyennes, et il s'avère que la répartition de beaucoup de caractéristiques chez l'homme se font en courbe de Gauss. Donc la fameuse courbe en cloche, comme pour ce qui est des courbes de QI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous mets par exemple là les courbes d'agressivité de l'homme et de la femme, vous constatez qu'elles sont toutes les deux en cloche et qu'elles se chevauchent, d'accord? Les femmes, en tout cas une proportion des femmes qui comptent parmi les plus agressives, sont plus agressives qu'une proportion des hommes qui sont les moins agressifs. D'accord? Donc, tout ce que je dis évidemment sur le dimorphisme sexuel, c'est une moyenne. On compare des populations. Et le dimorphisme sexuel qu'on trouve effectivement dans l'espèce Homo sapiens, il est lié à la compétition entre les mâles. Le dimorphisme sexuel n'implique pas qu'il y ait eu une sélection de mâles musclés qui pouvaient protéger les femelles, d'accord? Ça, c'est une construction culturelle qu'on trouve beaucoup chez les virilistes, consistant à dire, bah voilà, les hommes ont le privilège, entre guillemets, de la violence. Je vous renvoie à ce que j'ai dit dans ma vidéo sur la crise de la masculinité, à propos de Éric Zemmour, qui expliquait que l'homme avait le privilège de la guerre, c'est-à-dire le privilège de défendre la nation, c'est-à-dire le privilège de défendre la femme et l'enfant qui ne seraient pas en état de se battre. Il y a un certain nombre d'artistes martiales, de combattantes de MMA, avec qui j'aimerais pas du tout me retrouver coincé dans un octogone, d'accord? Donc, on parle de population, et le fait qu'il y ait eu ce dimorphisme qui ait été sélectionné par l'évolution naturelle, il est lié non pas au fait que nos ancêtres Homo sapiens mâles tabassaient leurs concubines, mais au fait qu'ils se battaient avec les autres mâles, d'accord? C'est très important de garder ça à l'esprit. Passons maintenant à l'organisation de type couple, dans laquelle le dimorphisme sexuel est très faible. Hein. Vous avez vu les petits tamarins tout mignons qui sont difficilement décernables l'un de l'autre. On trouve chez les mâles un comportement parental très investi,
Bah oui, c'est logique, puisqu'en fait, ils vont avoir tendance à n'avoir qu'une seule partenaire, et donc à pas faire des quantités astronomiques de descendants. Ils vont avoir tendance à prendre soin de leur progéniture, qui plus est, qu'ils ont identifiée comme telle. Le corollaire de tout ça, c'est que les mâles qui appartiennent à une espèce qui fonctionne autour du couple sont plus sélectifs que les mâles de type tournoi avec leur partenaire féminine. Et oui, tu vas rester coincé toute ta vie avec une femelle primate, eh bien tu l'as choisie avec discernement, parce qu'en plus, toi, tu vas t'investir dans l'élevage, j'allais dire, dans le soin de votre peut-être unique descendant. Toujours à l'inverse de ce qu'on trouve du côté de l'espèce tournoi, dans l'espèce organisée autour du couple, eh bien, la variabilité de succès reproductif des mâles est beaucoup plus petite. Bah oui, parce que comme il n'y a pas ces affrontements de mâles et une certaine tendance au monopole, en fait, de partenaires, chacun va trouver sa chacune. À peu près, il peut y avoir évidemment des mâles esselés, ou des femelles esselées, mais la tendance c'est que c'est assez uniforme et que chacun trouve sa chacune et s'occupe de sa progéniture. Je ne reviens pas sur la taille des testicules, j'ai dit qu'elles étaient beaucoup plus petites que celles des mâles appartenant à des organisations en tournoi. La quantité de sperme produit aussi est inférieure, ce qui est là encore cohérent puisqu'ils ont moins de partenaires, et le degré d'agression entre les mâles est lui aussi inférieur. Dans les organisations de type couple, les femelles choisissent leur partenaire non pas pour leur gène, mais pour leur qualité de parentage. Ça veut dire aussi qu'il y a plus de compétition entre les femelles au sein des espèces organisées en couple. C'est intéressant. Et il y a un dernier point que je n'ai pas abordé pour l'instant quand j'énumérais les différentes caractéristiques de ces deux organisations opposées. Ce que je n'ai pas abordé, c'est tout simplement le taux d'infidélité de la part des femelles. Du côté des espèces qui fonctionnent en tournoi, et par extension qui ont une tendance à générer des harems chez les mâles dominants, eh bien, le degré d'infidélité des femelles est assez bas, notamment parce qu'il est contrôlé avec vigilance par le mâle. Ça dépend des espèces. Je dis bien, on est sur une dichotomie, on est sur les deux extrêmes d'un spectre. Mais il y a un exemple qui est raconté par Pascal Pic et par Philippe Bruneau dans le livre Le sexe, l'homme et l'évolution, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui raconte comment dans une espèce, alors j'ai oublié le nom de l'espèce, peu importe, une espèce qui fonctionne en harem, il y a une femelle qui donne un rendez-vous galant à un mâle qui n'est pas son mâle officiel, et il se rend compte comme ça derrière un caillou qui est censé boucher la vue aux singes qui sont un peu plus loin, de manière à ce qu'on voit pas ce qu'ils sont en train de faire, etc. Donc, on parle bien d'un plus faible taux d'infidélité. Et évidemment, si un féministe passe par là, il me dira « Oui, mais c'est scandaleux de ne pas considérer que le mâle est infidèle parce qu'il a un harem de toute manière, c'est l'oppression systémique. » Bon, alors, on parle de l'infidélité des femelles, on ne parle pas de l'infidélité des mâles. On a vu que dans les espèces de tournois, le mâle était totalement polygame et qui couchait avec tout ce qui bouge parce qu'il n'était pas du tout sélectif. Son objectif, c'était de mettre du sperme partout. Et de façon assez savoureuse pour ceux parmi vous qui seraient tentés de faire de l'anthropomorphisme et de se dire « Ouah, c'est génial, les petits tamarins, ils sont tout mignons parce qu'ils sont en couple et du coup, ils s'occupent bien des enfants. » Et ça, c'est le genre de société qu'apprécie Jordan Peterson, une société monogame où la famille est quelque chose de solide dans le respect des valeurs chrétiennes. En fait, c'est le genre d'espèces dans lesquelles les femelles sont les plus susceptibles d'abandonner leur progéniture parce que justement, le mâle s'en occupe déjà suffisamment bien. Alors tout ce que je viens de vous raconter vient d'un chapitre de Behave, le livre de Robert Sapolsky, qui a l'ambition systémique de traiter l'intégralité des causes de nos comportements. Voilà, donc allant de la décharge synaptique à la sélection naturelle, aux hormones, à la culture, etc. Donc une œuvre somme incontournable qui s'appelle Behave et dont je parle régulièrement puisque c'est le fil rouge de ce premier trimestre 2019. Tout ce que je vous dis vient d'un chapitre de ce livre. Et en lisant ce chapitre, j'ai pas arrêté de me dire « Ouais, mais alors nous les humains, où est-ce qu'on se place dans cette dichotomie ?» Parce que bon, infidélité des femelles plus élevée chez les espèces de type couple. Alors on sait que l'infidélité, il y en a chez l'être humain, mais il y a aussi beaucoup de dimorphisme chez l'être humain. Donc, comment est-ce qu'on tranche tout ça? Alors la réponse de Sapolsky, elle va peut-être vous paraître extrêmement décevante. Moi en tout cas, elle m'a un petit peu laissé comme ça, un petit peu tiède. C'est qu'on est quelque part au milieu du continuum. Alors vous allez me dire, il ne se mouille pas. Effectivement, il se mouille pas. Il met quand même plutôt l'emphase sur les cultures occidentales,
où il dit ce sont des cultures qui font vraiment, en général, l'apologie de la monogamie, même si avec le développement du polyamour, ça devient un petit peu compliqué, mais le polyamour conceptualisé avec un corps comme ça idéologique qui l'encadre, en fait, c'est une manifestation du métasystème vert, c'est un truc très récent, tel quel dans l'histoire des cultures occidentales. Je parle pas de la polygamie, je parle vraiment du concept de polyamour, etc. Donc, on est déjà sur un truc qui est émergent, qui est récent, qui est pas du tout majoritaire. Et si on met de côté cette manifestation du métasystème vert, si j'ai l'air de parler chinois, allez lire mon article sur Spirodynamics, mettez la vidéo en pause et revenez après pour avoir compris ce qu'est le métasystème vert. Donc, si on met de côté cette manifestation-là, l'Occident est majoritairement quelque chose qui promeut la monogamie depuis plusieurs siècles. Mais je le répète, il y a quand même un certain dimorphisme qui est marqué chez l'être humain. Alors, ce paradoxe, c'est que justement, notre dimorphisme est largement supérieur à celui qu'on trouve chez les espèces de primates non humains monogames, mais il est quand même inférieur à celui qu'on trouve chez les primates non humains polygames, par exemple chez les mandrilles. Mesure après mesure, c'est toujours la même chose. Nous ne sommes pas typiquement monogames ou polygames. Comme tout le monde pourra en témoigner, du poète à l'avocat, nous sommes par nature profondément confus, légèrement polygynes, flottant quelque part entre ces deux extrêmes. Alors j'ai bien conscience que ce genre de conclusion peut vous laisser un peu sur votre faim. C'est pourquoi, avant de sortir une autre conclusion, une autre citation de mon chapeau pour essayer de remédier à cette insatisfaction, je voudrais vous proposer quelques pistes de réflexion. La première piste, c'est que l'être humain se distingue des autres primates par un ensemble de caractéristiques que je pourrais définir sur deux grands axes. Le premier, c'est le degré de complexité des cultures, parce que même si, et c'est ce qu'essaie de montrer Pascal Pic dans son livre « L'homme est-il un grand singe politique ?», il peut y avoir des organisations politiques qui changent au sein d'un même groupe de primates, donc en fait des sortes de révolutions politiques. Bon là c'est très très anthropomorphique, mais je fais court. Donc il y a des systèmes politiques qui peuvent évoluer, et donc le propos de Pascal Pic, qui est contestable, mais peu importe, c'est de dire qu'il y a des cultures et des changements culturels chez les primates non humains. Il donne des exemples concrets, c'est pas juste un truc qui sort de son chapeau. Toujours est-il que sans leur ôter le fait qu'ils ont accès à une forme de proto-culture, on va dire ça comme ça, la diversité et la complexité des cultures humaines est infiniment supérieure. Les cultures humaines, même celles qui vont vous paraître très simples parce que uniquement basées sur de la transmission orale, sont en fait extrêmement compliquées, extrêmement complexes, extrêmement subtiles. Même si certains, comme Joseph Campbell ou comme globalement les structuralistes, ont essayé de chercher des universaux humains, autour de ces éventuels universaux, il y a une infinité, enfin pas une infinité, mais une myriade de constructions culturelles et constructions mythologiques très différentes, des langues différentes, etc. L'humain est à la fois très variable, et c'est un truc qu'on retrouve en psychologie, il y a beaucoup de variations entre les individus. C'est quelque chose que n'arrivent pas souvent à comprendre les gens qui ont une approche très très politique et politicienne, donc qui va plutôt faire appel au collectif et à la culture, en passant par la sociologie, qui a effectivement un réel impact. Il n'est pas question de nier l'effet de la culture sur le cerveau humain, absolument pas. Il est question de rappeler qu'il y a aussi de la variation individuelle. Là encore, pensée courbe de Gauss. Ceci posé, il y a cette richesse des cultures, et en plus, chez l'être humain, avec cette richesse conceptuelle, voire idéologique, il y a l'utilisation de l'écriture et par là même la création de civilisations. On est la seule espèce de primate qui construit des bibliothèques et surtout qui écrit les livres, les centaines, les milliers de livres qui vont remplir les bibliothèques en question. Donc on a cette complexité, cette variation entre les individus, cette variation entre les cultures et cette complexité du concept de l'idéologie, et ça peut vous expliquer, sans nier la biologie parce qu'on va y arriver dans quelques instants, ça peut vous expliquer qu'il y ait une telle diversité culturelle avec des sociétés ouvertement polygames et pour être plus précis polygynes, même s'il existe des exemples de sociétés polyandres, notamment au Tibet, mais c'est vraiment des exemples très minoritaires, d'accord, faut pas trop se leurrer là-dessus.
mais ils existent. De la polygamie d'un côté, de la polygynie, de la polyandrie, de la monogamie instituée culturellement dans d'autres sociétés, et une approche plus ou moins variable de à quel point on applique cette monogamie, l'émergence du polyamour et donc d'une manifestation de métasystème vert appliqué aux relations amoureuses dans certaines zones de l'Occident. Toute cette richesse, elle peut aussi expliquer pourquoi vous avez peut-être du mal à situer l'espèce humaine de façon monolithique sur ce spectre, ce continuum entre d'un côté l'organisation en couple et d'autre côté l'organisation en tournoi. Des variations humaines aussi en matière de libido en fait, hein, c'est-à-dire que tous les gens n'ont pas le même sex drive comme on dit en anglais. Là aussi il y a une grande diversité entre les individus. Donc forcément, une personne, homme ou femme, qui a une potentiellement très forte sexualité, cette personne va être évidemment plus tentée d'avoir plusieurs partenaires, de tromper, voire de faire de la monogamie sérielle, parce que ça aussi c'est une piste de réflexion. On organise beaucoup de sociétés autour de la monogamie et du mariage, mais on constate aussi que le taux de divorce a explosé depuis que le divorce est autorisé. Attention, il y a des gens qui font augmenter les statistiques parce que ce sont des divorceurs de série. Il y a des gens qui divorcent en série. Alors, Elizabeth Taylor, c'est l'exemple peut-être le plus connu, mais récemment j'ai croisé quelqu'un qui approchait de la cinquantaine et qu'on était à son 3e divorce. Évidemment, une personne comme ça, elle fait augmenter les statistiques. Beaucoup de mariages finissent par un divorce, mais tous les gens qui ont divorcé ne vont pas forcément se remarier derrière et redivorcer, etc. Bon, il y a plein de nuances là encore, mais en gros, c'est un argument qu'on trouve souvent dans le débat entre ceux qui disent que la polygamie est la nature humaine et d'autres qui disent que dans la nature c'est la monogamie. C'est qu'en fait, de toute manière, ceux qui prônent la monogamie ont tendance à s'arranger avec, parce que même quand ils pratiquent pas l'infidélité, et on va y venir, en fait, ils divorcent et ils changent de partenaire. Et de ce point de vue-là, on peut se demander s'il n'y a pas une forme de stratégie mixte pour détourner un petit peu un mot issu de la théorie des jeux, à considérer que la monogamie sérielle présente un optimum parce que pendant que tu es en couple, tu donnes la meilleure chance de succès, de survie à tes enfants, puisqu'ils vont être bien entourés par une famille nucléaire, etc. Et puis, après, en changeant de partenaire, au bout de 10 ans, tu peux maximiser le brassage génétique, que tu sois un homme ou une femme, j'insiste, parce que du coup, tu vas pouvoir tenter des nouvelles combinaisons, et avec tes nouveaux partenaires, tu vas pouvoir, là encore, consacrer 5 ans ou 10 ans au fait de fournir un environnement propice au bien-être physique et psychologique de l'enfant. Donc en fait, la monogamie sérielle prend un certain sens dans une perspective évolutionniste. Un dernier élément de réflexion avant de laisser la conclusion à Judith F. Lipton et David Barash, c'est les âges de la vie. Moi, je constate aussi que je suis beaucoup plus sélectif, et pourtant je ne considère pas être quelqu'un qui vit en couple. Je ne pratique pas le concubinage, je pratique la non-exclusivité, etc. Mais je suis beaucoup plus sélectif avec le temps avec mes partenaires, parce que mon temps étant tellement précieux, j'ai pas de temps à perdre avec des jeunes filles qui sont certes très attirantes sexuellement, physiquement, mais qui sont décérébrées au possible parce que leur cortex n'est pas fini, et qu'en plus elles sont en général toutes endoctrinées dans la secte du féminisme radical, ou du féminisme de genre, ou du féminisme intersectionnel. Bref, ce sont des sexistes misandres et j'ai pas trop de temps à perdre à me faire insulter. Je pourrais vous raconter quelques anecdotes à ce sujet à l'occasion. Alors que quand j'étais jeune, c'était une souffrance pour moi d'être fidèle, mais j'avais une libido bien plus développée, et surtout, la vie amoureuse était bien plus au centre de ma vie. Ce n'est pas pour rien que sur ma chaîne Comment oublier son ex, je prône une philosophie mixte, qui est ouverte aussi bien aux hommes qu'aux femmes, aux hétéros, qu'aux homosexuels, etc., qui est que les adultes suivent leur propre chemin et qu'en fait, tu dois être au centre de ta propre vie. Bon, je ferme la parenthèse, mais peut-être qu'on peut aussi évaluer la mixité des stratégies humaines en matière de reproduction, et du coup la difficulté à nous situer sur le continuum tournoi versus couple. Tout simplement, on peut situer tout ça, l'expliquer en partie par notre longévité. On est une espèce de primate qui vit relativement longtemps, et les femelles humaines notamment vivent très longtemps, par comparaison, aux autres femelles primates non humaines. Il est temps pour moi de finir avec une citation du livre The Myth of Monogamy, Fidelity and Infidelity in Animals and People, coécrit
par Judith Eve Lipton et David Barash. Ironiquement, la monogamie en elle-même n'est pas aussi inconfortable que ne le sont les conséquences de l'infidélité, même dans les nombreux cas où personne ne la découvre. Mis à part les considérations religieuses, l'angoisse de la transgression personnelle peut être intense, du moins dans la plupart des pays occidentaux, et ceux qui sont particulièrement imprégnés du mythe de la monogamie se retrouvent souvent assaillis par la culpabilité, condamnés comme des personnages d'une fable puritaine à scruter pour toujours leurs âmes souillées d'adultère, croyant souvent que leur transgression est non seulement impardonnable, mais aussi contre nature. Pour beaucoup d'autres, probablement la majorité, le désir sexuel d'une personne autre que son conjoint suscite beaucoup de regrets et de culpabilité, même si ces sentiments ne sont jamais suivis d'un passage à l'acte. Lorsque Jésus affirmait que convoiter une autre personne était un adultère dans le cœur, il rappelle et renforce le mythe de la monogamie, l'affirmation souvent tacite selon laquelle même le désir à distance est non seulement mauvais, mais en plus un péché typiquement humain. Que de telles inclinaisons soient mauvaises est une question difficile et peut-être sans réponse. Mais comme nous le verrons, grâce au développement récent de la biologie évolutive combinée aux dernières technologies, il n'est tout simplement pas question de savoir si le désir sexuel pour de multiples partenaires est naturel. Il l'est. De même, il est hors de question que la monogamie soit naturelle, car elle ne l'est pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a intéressé, stimulé, fait sourire et fait réfléchir. Tu peux t'abonner à ma newsletter, il y a un lien dans la description, il y a un lien qui s'affiche quelque part, j'y parle de biologie, de psychologie, de créativité, d'entrepreneuriat, à peu près une fois par mois, sauf quand je fais des promotions sur le coaching, où là il peut y avoir un peu plus de cyberlettres qui arrivent, mais en gros, c'est en moyenne une lettre par mois. Au passage, quand tu t'inscriras, et c'est valable aussi pour ceux qui sont déjà abonnés, je fais la remarque, vérifiez bien que les cyberlettres n'atterrissent pas dans votre boîte de spam, parce qu'on m'a fait le retour récemment dans un commentaire, il y a une personne qui m'a dit que ma cyberlettre arrivait dans sa boîte spam parce que j'utilisais le logiciel Mailchimp. C'est le seul feedback de ce genre que j'ai eu. Donc il y a plus d'une centaine de personnes actuellement qui sont abonnées à la newsletter. C'est le seul à m'avoir fait ce retour. Alors est-ce que les autres n'ont pas pris la peine de le faire ou n'ont tout simplement pas vu que ça atterrissait dans leur boîte spam? Moi, j'ai plein de personnes qui n'ont pas de problème avec ça et la cyberlettre arrive vraiment dans la messagerie principale. Vérifiez juste là où ça en est de votre côté et pensez à vérifier si vous vous inscrivez nouvellement à la cyberlettre. Ça vous évitera de passer à côté des promotions ou du contenu exclusif que j'envoie. Pour le reste, les nouveaux sont invités à s'abonner juste à la chaîne s'ils n'ont pas envie d'être abonnés à la newsletter. Un petit commentaire construit, argumenté, ça fait toujours plaisir et ça permet à la fois de bien référencer la vidéo et de tirer le débat vers le haut. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.